La vie a repris son cours normal après 2 jours de tension dans des villes comme Bouaké, Daloa et Mans. Des villes secouées par des tirs d'armes de militaires mécontents. Une issue a été trouvée à leurs revendications. Le président de la République, Alassane Ouattara, était hier au Ghana où il assistait en qualité d'invité d'honneur à l'investiture du nouveau président ghanéen, Nana Akufo-Addo. La CEGRAE et la CNPS signent une convention. La Caisse générale de retraite des agents de l'État et la Caisse nationale de prévoyance sociale ont scellé ce partenariat pour un objectif clé, garantir le droit à la pension de retraite pour tous les travailleurs. Dimanche 8 janvier 2017, cela fait exactement 1000 jours que 276 jeunes filles de Chibok dans l'état du Borno au nord-est du Nigeria ont été prises en otage. Les jeunes lycéennes ont été kidnappées par le groupe terroriste Boko Haram. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI 1. Nous sommes dimanche 8 janvier aujourd'hui et la vie a repris son cours normal après 2 jours de tension dans des villes dont Bouaké, des villes, je rappelle, secouées par des tirs d'armes de militaires mécontents, mais une issue a été trouvée à leurs revendications. Les soldats ont été invités à regagner leur caserne. C'est chose faite. La circulation ce dimanche est effective aux différents corridors à Bouaké. Voyons le reportage de Kadès Sogodogo. Corridor sud de Bouaké, porte d'entrée de la ville en provenance d'Abidjan. Après 48 heures de fermeture liées au mécontentement des soldats, reprend ses habitudes. Policiers, gendarmes, douaniers et autres agents chargés de la sécurisation de ce secteur ont repris leurs activités. L'ouverture des corridors de Bouaké s'est faite très tôt ce matin, tel que promis par les soldats à l'issue de l'appel du président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Dans la ville, aucune présence des soldats. Les populations sortent pour vaquer à leurs occupations. Le message du président de la République, l'absence de coups de feu dans la nuit, auront véritablement contribué à rassurer les habitants de la capitale de la région de Bouaké, Bouaké. Et tout est bien qui finit bien. La tension, vous l'avez vu, est maintenant tombée après les négociations entre le ministre chargé de la Défense et les soldats à Bouaké. Ce matin donc, les commerces ont rouvert. Les populations sur place à Bouaké ont repris leurs activités. Elles saluent ce retour calme. On retrouve Kadès Sogodogo. Bouaké, dimanche, jour du Seigneur. Au lendemain de la fin du soulèvement des soldats, la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Les fidèles, très nombreux, sont à la messe. Plus que jamais, remercier Dieu pour sa protection s'avère nécessaire. Comme tous citoyens ici à Bouaké, nous avons vécu la situation depuis le début jusqu'à aujourd'hui, mais je pense que ça va avec la grâce de Dieu. Nous sommes réveillés ce matin, on vient rendre grâce à Dieu. Puis bon, l'accord qui a été conclu, on espère que cet accord sera fructueux. Puis bon, l'Ivoirien va retrouver la paix, quoi. Voilà, donc le message qu'on peut lancer aujourd'hui, j'invite un peu tout le monde à regagner ses activités. Voilà, rester confiant et puis bon, à tout un chacun de mettre un peu d'eau dans son vin, quoi. Et en tout cas, on a été très heureux de nous réveiller, de trouver que chacun puisse vaquer à ses occupations, se déplacer à moto, à pied, à véhicule, venir à la messe. Vraiment, ça nous a fait plaisir. Un détour au marché. Commerçants et clients ont repris leurs transactions. Nous, on était là, on n'a rien compris, ça fait 2 jours. Je n'ai pas sorti, il y a des bruits de fusil. Donc aujourd'hui, ça a commencé à aller un peu, on est venu faire le marché. J'ai prié Dieu pour que demain puisse sortir. Et Dieu merci aussi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va. Comment vérifier la reprise de la vie à Bouaké sans faire écho des discussions entre supporters fanatiques? La gare routière retrouve tout simplement sa vraie ambiance. Ça nous manquait de se voir dans notre grain ici pour parler de ballon. Donc c'est à cause de ça, ce matin, je suis sorti très tôt pour venir parler. Bon, je lui parlais de Christian parce que c'est mon fan. Je supporte le Real, lui supporte le Barça. Voilà, donc c'est de ça qu'on parlait. Donc Christian est le meilleur. Ah, Christian est le meilleur. Faut laisser ça. Ah, pourquoi mon frère? Toi-même qui es très mal habillé. Oh, ça. C'est mon frère de ça. Mais il est très mal habillé. Il est bien habillé. Le meilleur joueur au monde, c'est Messi. Le meilleur joueur de tous les temps. Voilà. Mon frère. Ah, mais comment la réalité? Comment quelle est la réalité? Comment la réalité? Vous êtes quel est mon championnat? Même si on est 20e. Même si on est 20e. Je pense qu'après ces 2 jours à la maison, la vie reprend son cours. Vraiment, je suis très content. Les magasins, les maquis, les habitudes reprennent. C'est certain, Bouaké renaît.
Et du côté de Mons, c'est aussi l'accalmie. Les populations sont sorties pour vaquer à leurs occupations. Ici, à Abidjan, des militaires du 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo avaient érigé des barrages sur la voie Riviera à Bingerville, mais les choses sont rentrées dans l'ordre. Les barrages ont été levés depuis hier à la grande joie des populations. Et ce dimanche matin, notre reporter s'est rendu sur place. La circulation a repris. C'est un constat d'Herman Guivé. Nous venons de franchir le carrefour de la Riviera 3, direction Bingerville. Hier, à la même heure, cela était impossible. La voie était interdite d'accès, des barrages de fortune empêchaient tout mouvement vers cette destination. Des barrages qui, depuis hier dans la soirée, n'existent plus. À proximité du camp d'Akwedo, le calme plat. L'appel du chef de l'État, Alassane Ouattara, a bien été entendu par les militaires. Une journée de dimanche, bien tranquille, Emmanuel Frando et ses amis de la chorale rentrent de la messe, une paroisse située à proximité du camp d'Akwedo. Par la grâce de Dieu, on dira, nous avons pu partir à l'église, nous revenons de là et nous espérons que les choses continueront dans le meilleur des sens. Je crois qu'au même titre que tous les Ivoiriens, nous avons assez souffert et bon, nous espérons que de tels événements se produiront vraiment plus. Les habitants du quartier se réjouissent du calme revenu. Aujourd'hui, non, ça va. Aujourd'hui, il faut qu'on sorte, mais ça va. C'est quand il n'y a rien, il ne voit pas quelque chose, il n'y a rien. Ça va, en tout cas, ça va. Je prie Dieu à ce que la paix revienne. Pour pas que ce qui s'est passé avant puisse revenir encore. Donc, je demande à ce que la Cour soit en paix toujours. Bon, nous allons prendre du calme. Si le président a parlé hier à la télé, et c'est que tout va bien se passer. Le calme plat, un peu comme si ces événements n'avaient jamais eu lieu. Après un samedi surchauffé, la vie reprend son cours normal de ce côté du district d'Abidjan. Le ministre chargé de la Défense, lui, il a regagné Abidjan dans la nuit d'hier après les négociations avec les soldats mécontents à Bouaké. Je rappelle, un accord a été trouvé à l'issue de ces négociations. Les militaires sont rentrés dans les casernes. La vie a repris son cours normal. On écoute le ministre chargé de la Défense à son arrivée hier à Abidjan. Nous allons continuer, sous les instructions du président de la République, dans les jours qui suivent, à tenir nos engagements et surtout à faire en sorte que notre armée soit celle que nous attendons. C'est-à-dire que nos hommes, nos soldats soient ceux que nous attendons dans une armée qui est non seulement à côté de sa population, qui protège les personnes et les biens dans ce pays et qui est respectueuse des institutions et surtout qui est respectable et qui se fera respecter. C'est notre travail, nous en sommes convaincus, nous sommes déterminés à le faire et nous allons le faire. La condition de vie et de travail des militaires est une préoccupation du président de la République et il l'a déclaré à plusieurs reprises. Nous avons depuis l'année dernière entamé un certain nombre de réhabilitations au niveau des casernes pour que les conditions de vie soient améliorées pour nos soldats. En ce qui concerne les primes, tous les arriérés seront payés lorsqu'ils sont justifiés. Il y a beaucoup de problèmes à régler, nous en sommes tout à fait conscients, nos hommes aussi. C'est cela que nous avons discuté et échangé avec eux. Et je peux vous assurer que nous allons tenir non seulement nos engagements, mais eux aussi vont tenir leurs engagements et surtout vont faire en sorte que la vision du président de la République soit appliquée et l'objectif que nous avons à 2020 soit conservé. Et je peux vous assurer que nous avons tous, avec nos soldats, la conviction de faire ce qu'il faut faire pour que la Côte d'Ivoire arrive à bon port. Et justement, le président de la République a promis de faire face aux revendications des soldats. Le chef de l'État a fait cette promesse lors du Conseil des ministres extraordinaire qu'il a présidé hier. Le président Ouattara, je rappelle, qui revenait du Ghana où il a assisté en qualité d'invité d'honneur à l'investiture du nouveau président ghanéen Nana Akufo-Addo. Le résumé de cette cérémonie d'investiture avec Abiba Dambélé Saoui. Kotoka International Airport d'Accra. Il est 10h GMT quand atterrit l'avion du président Alassane Ouattara ce samedi matin. À sa descente d'avion, le chef de l'État est accueilli par le ministre ghanéen Akman Owusu Akieman. Des honneurs militaires sont rendus à l'hôte de marque, invité d'honneur à la cérémonie d'investiture du président nouvellement élu du Ghana, Nana Akufo-Addo. Une élection qui traduit la maturité démocratique de la classe politique et du peuple ghanéen, selon le président Alassane Ouattara. Je suis particulièrement heureux d'être au Ghana parce que le Ghana
C'est un pays ami, c'est un pays frère. Nous avons des relations très fortes. Les deux peuples sont littéralement les mêmes. Et donc c'est toujours un plaisir d'être au Ghana. Mais en plus de cela, la manière dont les élections se sont passées, de manière démocratique, de manière transparente, avec le président Mahama qui a reconnu sa défaite, qui a appelé le président Nana Akufo-Addo pour le féliciter, tout cela montre qu'au Ghana, c'est la démocratie, c'est l'alternance et tout ça se fait dans la paix. Donc de ce point de vue, j'aimerais profiter de cette opportunité pour féliciter le peuple ghanéen pour cette démonstration de maturité politique et faire mes vœux les meilleurs pour le président élu, le vice-président, le peuple du Ghana et leur dire que la Côte d'Ivoire, bien sûr, continuera sa bonne coopération avec la République du Ghana et nous ferons en sorte que ceci puisse s'intensifier davantage. Dans ce comité d'accueil, il fallait également compter sur la présence massive de la communauté ivoirienne résidant au Ghana. Cap ensuite sur la place Kwame Nkrumah, où se tenait la cérémonie d'investiture. Devant le peuple ghanéen, Nana Akufo-Addo a prêté serment conformément à la constitution ghanéenne. Il entre ainsi en fonction pour un mandat de 4 ans. Principal défi à relever pour le nouvel homme fort du Ghana, sortir son pays de la crise économique. En sa qualité d'invité d'honneur, le président Alassane Ouattara a prononcé un discours dans lequel il s'est dit fier du Ghana, pays frère, qui a opté pour la paix et la démocratie. Tout en exhortant les Ghanéens à continuer sur cette lancée, le président Alassane Ouattara s'est engagé à maintenir l'excellence des relations entre les deux pays. C'est à la suite de ce discours mémorable que le chef de l'État ivoirien a regagné Abidjan en début d'après-midi pour présider un conseil des ministres extraordinaire sur la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Voilà une situation sécuritaire qui s'est donc normalisée en Côte d'Ivoire. Ici donc à Abidjan, donc après le Ghana, la CEGRAE et la CNPS ont signé une convention. La Caisse générale de retraite des agents de l'État et la Caisse nationale de prévoyance sociale ont scellé ce partenariat pour un objectif clé, garantir le droit à la pension de retraite pour tous les travailleurs ayant débuté leur carrière dans le public avant d'intégrer le privé ou inversement. Désormais, les années d'exercice seront totalisées et payées comme nous explique à Mississoko. Nos adhérents, il y en a qui ont fait 10 ans dans la fonction publique et quand ils sont venus au privé, ils n'ont pas pu avoir leur retraite parce qu'ils n'ont pas totalisé la somme, le nombre d'années qu'on demande. Des gens sont morts dans la misère, puis ils n'ont pas de pension. Aujourd'hui, pour réparer cette injustice et garantir le droit à la pension pour tout travailleur, la CEGRAE et la CNPS signent une convention de coordination. Elle permet de totaliser l'ensemble des périodes d'assurance accomplies sous les deux régimes en vue d'atteindre la période minimum de 15 ans. C'est l'aboutissement d'un projet initié depuis 1998. 19 ans après, cette convention est signée. Et je peux dire que c'est à la faveur de la réforme du système de gestion des pensions publiques qui a été adoptée en 2012, qui a favorisé cette dynamique, cet élan social, qui fait en sorte qu'il y a une bienveillante intention à l'égard des assurés sociaux et pour la garantie de leurs droits et pour la pérennité du système de sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Désormais, lorsque un travailleur a fait une partie de sa carrière à la CNPS et à la CEGRAE, chaque législation va liquider le dossier en tenant compte de la période passée dans les deux caisses, de sorte qu'ils puissent avoir une pension de retraite, là où à l'époque, enfin avant cette convention, il y avait un paiement unique que nous on appelle par exemple l'allocation unique. Pour le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, ce partenariat entre ces deux institutions de prévoyance sociale va favoriser la mobilité professionnelle du travailleur en quête d'une sécurité de l'emploi. La signature de cette convention permettra désormais aux travailleurs du public et du privé de bénéficier d'une continuité dans le décompte de sa période d'activité sous affiliation de l'IPS-CEGRAE ou de l'IPS-CNPS, sans crainte de voir ses droits à pension être remis en cause. La convention de coordination entre la CEGRAE et la CNPS signée, son application est maintenant effective.
L'accès au terrain industriel en Côte d'Ivoire, le sujet a été abordé aujourd'hui dans le magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Fatou Fofana. Quelle activité nécessite un terrain industriel? Quelles sont les conditions d'acquisition? Ces questions ont été posées au directeur général de l'Agence de développement des infrastructures industrielles, Ouattara Youssouf. Voyons un extrait de cet entretien. Alors, les activités considérées comme activités industrielles sont celles qui combinent des facteurs de production. Et donc, il y a la transformation, il y a la fabrication. Si vous prenez par exemple le cacao, vous partez du produit initial pour avoir par exemple la poudre de cacao ou encore le chocolat. Si vous prenez l'EVA, vous allez avoir différents niveaux de transformation ou le coton textile. Bref, ce sont des activités qui combinent des facteurs de production et donc pour produire des biens. Pour obtenir un terrain industriel, cela suppose que vous avez un projet industriel. Oui. Vous montez un dossier selon un modèle bien défini, déposé au guichet unique du CPC. Sans délai, il est transmis à l'AGEDI, qui en fait le traitement sous 20 jours ouvrables, y compris l'avis d'une commission de validation. Et si les résultats sont concluants, il y a donc le projet de lettre qui est soumis à la signature de M. le ministre de l'Industrie, qui signe donc la lettre et met le terrain à la disposition de l'opérateur. Alors, je voudrais préciser que cette réforme, elle est nouvelle. Ici, vous avez le premier acte qui est délivré par le ministre de l'Industrie seul. Alors qu'initialement, vous aviez pour le tout premier acte au moins 3 ministres qui devaient signer, et ce qui prenait énormément de temps. Donc, la nouvelle procédure permet de simplifier et d'avoir la célérité en termes de mise à disposition des terrains. Le Rassemblement des enseignants républicains vient de faire une déclaration. Le RER appelle tous les fonctionnaires à aller au travail demain, lundi 9 janvier. Le Rassemblement des enseignants républicains affirme qu'il n'est nullement concerné par le mouvement annoncé par des syndicats de la fonction publique. Je vous propose d'écouter la déclaration du président du RER, Abdoulaye Kouyaté. Les fonctionnaires dont les salaires étaient bloqués depuis 1989 ont vu leur salaire débloqué en 2014, soit 27 ans durant. Tous les fonctionnaires ont effectivement bénéficié de cette mesure. Désormais, chaque 2 ans, le fonctionnaire ivoirien est avancé et sa rémunération connaît une augmentation sensible. Le secteur éducation-formation a vu toutes ses revendications sociales satisfaites par l'État à hauteur de 14 milliards de francs CFA. Des recrutements massifs et inédits de fonctionnaires et particulièrement d'enseignants ont été effectués pour combler le déficit et pour répondre aux besoins d'emploi jeunes. Plus de 37 000 instituteurs ont été recrutés en seulement 7 ans. En si peu de temps, le président de la République a réussi à réconcilier notre pays avec sa grandeur légendaire, assurer la sécurité pour nos familles, assainir notre économie, mis nos compatriotes au travail. Cependant, nous constatons avec tristesse le retour des grèves intempestives et de la violence dans le milieu scolaire et universitaire, voire dans les services publics. Position du Rassemblement des enseignants républicains. Le Rassemblement des enseignants républicains considère que la grève du 9 janvier 2017 est un mouvement à caractère purement politique et ne vise que la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Le Rassemblement des enseignants républicains voudrait inviter les fonctionnaires proches du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à se désolidariser de ces mouvements de grève qui visent à saper l'excellent travail réalisé par le président de la République. Les enseignants du RHDP et les fonctionnaires de Côte d'Ivoire doivent s'organiser pour protéger leurs droits au travail par tous les moyens. La Fondation internationale Henri Konan Bédié pour la paix et le développement humain vient d'organiser dans la commune de Yopougon le Nouvel An des tout-petits. C'est un nouvel an au profit des écoliers vulnérables de cette commune. Plusieurs cadeaux ont été distribués aux enfants, comme nous dit Patricia Omouetia.
En procurant aux écoliers vulnérables de l'EPP Sikoji 9 de Yopougon des cadeaux pour leur entrée dans cette nouvelle année, la Fondation internationale Henri Konan Bédié pour la paix et le développement humain met tout en œuvre pour donner à ces écoliers une chance égale de réussir et pour faire naître chez ces enfants un sentiment de fierté et de confiance en soi. Nous avons choisi cette école parce que nous voulions atteindre des enfants vulnérables, des enfants qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir un seul cadeau lors des fêtes de fin d'année. Et comme c'est le nouvel an, nous avons la Fondation Henri Konan Bédié pour la paix et le développement humain a voulu leur donner, par cet acte, un peu de joie, un peu de bonheur. Les enfants, c'est l'avenir de la nation. Leur avenir, leur formation doit être important pour tous les cadres, tous les aînés que nous sommes. La Fondation œuvre depuis plusieurs années et a pour mission de favoriser l'épanouissement des jeunes écoliers âgés entre 6 et 16 ans issus de milieux défavorisés. Grâce à la Fondation Henri Konan Bédié, nous avons reçu des cadeaux. Nous sommes très contents. Des actions encouragées par les parents d'élèves. La plupart des enfants qui sont dans ce groupe scolaire, c'est des enfants pauvres. Je suis très heureux pour cet événement qui est pour la première à Yopougon et dans notre groupe scolaire Sikoji 9. L'intérêt accordé par la Fondation internationale Henri Konan Bédié pour la paix et le développement humain à la solidarité et à la protection des enfants défavorisés s'est manifesté dès les premières années de sa création. Au chapitre religion à présent, plus de 200 Ivoiriens viennent de séjourner en Israël pour un pèlerinage. Et plusieurs lieux saints qui ont connu les pas de Jésus-Christ ont été visités par ces pèlerins. Le témoignage de Thérèse Tapeyoboué qui était aussi en Israël. Ils étaient environ 200 chrétiens ivoiriens à effectuer le voyage en Israël cette année. Un voyage rendu possible grâce au chef de l'État à travers le ministère de l'Intérieur, la Direction générale des cultes, en partenariat avec la structure Foi Cristal. Jéricho, l'une des plus vieilles villes au monde, qui fait référence à Zaché, Jéricho, appelée la cité de palmiers, a été la première localité visitée par les Ivoiriens. Nazareth, région de la Galilée. C'est à Nazareth que se trouve la basilique de l'Annonciation. C'est le lieu où l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va être mère. Ensuite, Bethléem, la ville qui a vu naître Jésus. Des milliers de pèlerins visitent chaque année cette ville qui abrite l'église de la Nativité, construite à l'endroit même où est né Jésus. Tout juste à côté, l'église Sainte-Catherine. Les Ivoiriens ont eu droit à une célébration eucharistique. Une occasion saisie par le Père célébrant pour inviter les chrétiens à un changement de comportement, à être des hommes de vérité afin d'inscrire une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Plusieurs autres lieux saints, non les moindres, notamment Cana, le mont Tabor, l'église du Saint-Sépulcre, les lieux et sites qui ont eu une histoire avec Jésus avant, pendant son ministère jusqu'à sa mort, ont été visités. Que d'émotions. Nous avons vu des choses fabuleuses. Et la prière que je fais, c'est que tout homme croyant puisse un jour avoir cette chance-là, de venir voir tout ce que nous avons vu. On ne vient pas ici pour grandir sa foi, je ne crois pas. Mais on vient pour pouvoir donner une image, pour pouvoir donner des symboles physiques à tout ce que nous avons appris depuis. Je suis très heureuse d'être ici, de visiter ces sites dont on a l'habitude de voir à la télévision et on entend parler dans les livres sacrés, dans la Bible. Je suis vraiment émerveillé. Ça, il faut venir ici, il faut voir. Tout ce qu'on nous a dit dans la Bible, c'est maintenant que moi je l'ai vu. Oui, où Jésus est passé. De ces lieux sont montées des prières pour l'entente, la paix en Côte d'Ivoire. En sport, football, la Côte d'Ivoire et la Suède ont joué aujourd'hui un match amical. C'est un match de préparation de la CAN 2017 et la Côte d'Ivoire. Notre pays a battu la Suède 2-1. Le résumé avec Sébastien Ouignet. Premier match test pour les éléphants de Côte d'Ivoire, c'était face à la Suède. Il a fallu attendre la 39e minute pour voir la première véritable action de but de la Suède. Victor Clausen réussit à déstabiliser la défense ivoirienne. Wilfried Canon
est obligé de marquer contre son camp. Mais avant la pause, la Côte d'Ivoire égalise grâce à Serge Nguessan. Il a eu beaucoup de chance. L'égalisation ivoirienne. Un but partout. L'égalisation ivoirienne. La deuxième période a été plus animée. La Côte d'Ivoire a retrouvé plus de fraîcheur. Sur ce beau centre bien travaillé, Sio Giovanni trompe Andreas Lind. Le but ivoirien. La Côte d'Ivoire mène 2-1. Premier test réussi par les éléphants de Côte d'Ivoire. Prochain adversaire pour le deuxième match de préparation, l'Ouganda, ce mercredi 11 janvier 2017, toujours à Abu Dhabi. Et on croise encore les doigts pour la victoire. Ce communiqué qui vient de nous parvenir en raison des difficultés éprouvées par les équipes de Ligue 1, de Ligue 2 pour les mises au vert et pour se rendre sur les différents lieux de match de ce week-end, la Fédération ivoirienne de football a jugé utile de reporter ces rencontres. Aussi, ces matchs de la 9e journée de Ligue 1 et de la 8e journée de Ligue 2 seront-ils reprogrammés les 10, 11 et 12 janvier 2017. La FIF s'excuse pour les désagréments que ce report a pu causer au club et à l'ensemble de la population ivoirienne. Nous sommes dimanche 8 janvier aujourd'hui et cela fait 1000 jours que 276 jeunes filles de Chibok, localité de l'état du Borno au nord-est du Nigeria, ont été prises en otage par les terroristes du groupe Boko Haram. 57 d'entre elles se sont échappées le même jour. 24 autres ont pu être libérées par l'armée nigérienne ou par des civils volontaires. La dernière en date, Rakia Aboubaka, a été retrouvée avec son bébé à Damboa jeudi dernier. Depuis donc 2 ans et demi, un collectif accompagne et soutient les familles qui sont toujours dans le désarroi. L'hiver frappe très fort en Europe, moins 20 à moins 30 degrés. Le continent fait donc face à un pic de froid glacial avec des températures polaires qui ont déjà fait 10 morts en Pologne, 7 en Serbie et recouvert la Turquie d'un manteau de neige. Des centaines de vols ont été annulés hier à Istanbul. La France n'est pas épargnée, la Russie aussi, où une personne a trouvé la mort. Et le froid ne fait pas que des malheureux. Les orthodoxes russes descendent chaque année dans le mois de janvier pieds nus et en maillot de bain dans des étangs gelés pour se purifier. Nous sommes dimanche, rendez-vous donc du 7 sur 7. C'est donc le reste de l'actualité dans le monde en 7 jours. C'est avec Gabriel Zani. Au moins 60 détenus d'une prison de Manaus au Brésil ont été tués au cours d'une mutinerie provoquée par une guerre de gangs dans la nuit de dimanche à lundi. Identifier les responsables du massacre devraient être transférés dans des prisons fédérales à la sécurité renforcée, a annoncé le ministre brésilien de la Justice. Près de 40 fugitifs sur un total de 184 ont été retrouvés. Après 4 jours, la trêve en Syrie est morte dans l'œuf ce mardi. Une grande partie des rebelles a décidé de quitter la table des négociations face aux frappes répétées du régime de Bachar al-Assad. En vigueur depuis jeudi 29 décembre à minuit, la cessation des hostilités en Syrie, la énième depuis le début de la guerre il y a près de 6 ans, est supposée ouvrir la voie des négociations de paix fin janvier sous l'égide de Moscou, de Téhéran et d'Ankara. L'entrée en vigueur au 1er janvier d'une hausse des prix de l'essence et du diesel a entraîné une vague de protestations au Mexique, amplifiée ce mercredi avec des blocages de routes, des pillages de magasins et des actes de vandalisme dans des stations-service. Un policier a été tué en tentant d'empêcher un vol dans une station. Plus de 150 personnes ont été arrêtées. Le renseignement américain persiste et signe. La Russie a bel et bien interféré dans l'élection présidentielle américaine en volant des emails au Parti démocrate, ensuite publiés par le site Wikileaks. Une annonce faite le jeudi lors d'une audition au Sénat. Le président élu a rencontré le vendredi la CIA et le FBI sur le dossier de piratage russe. Mais Donald Trump conteste toujours les affirmations et nie l'implication de la Russie dans ces fuites. Un ancien combattant américain a ouvert le feu vendredi dans l'aéroport de Fort Lauderdale en Floride. 5 personnes ont été tuées et 8 blessées dans la fusillade.
L'auteur de la fusillade, Esteban Santiago, un ancien soldat ayant servi en Irak, a été inculpé samedi par la justice fédérale et risque la peine de mort. L'aéroport fermé a rouvert samedi matin. Nana Akufo-Addo a prêté serment ce samedi comme nouveau président du Ghana après avoir battu John Dramini Mahama lors de l'élection présidentielle du 7 décembre. Ancien défenseur des droits de l'homme âgé de 72 ans, Akufo-Addo a été investi devant plus de 6000 invités, dont 11 chefs d'État africains ainsi que le président sortant. La transition pacifique du pouvoir a renforcé l'image du Ghana, perçu comme un modèle de stabilité dans la sous-région. Il est mort ce samedi à l'âge de 92 ans. Mário Soares, ancien président du Portugal, figure historique de la lutte contre les dictatures d'António Salazar et de Marcelo Caetano. Mário Soares restera dans l'histoire portugaise comme le fondateur du Parti socialiste portugais. 3 jours de deuil national ont été décrétés à compter de ce lundi pour lui rendre hommage. 4 soldats israéliens tués dans une attaque au camion à Jérusalem ce dimanche. Le véhicule a foncé sur un groupe de militaires dans un site touristique du sud de Jérusalem. L'assaillant a été ensuite abattu alors qu'il tentait encore de manœuvrer le véhicule. Selon Benjamin Netanyahou, il s'agit d'un partisan de l'organisation État islamique. Fin de ce 20h supervisé par Jean-Jacques Kwame. Merci à vous tous de votre aimable attention.